que je vous présente Madame Alia Bournaz Bakar, la première Tunisienne à soutenir sa thèse lettres françaises, très grande spécialiste de la littérature du XVIIe siècle, mais aussi elle s'est penchée sur notre patrimoine ancien et contemporain pour dénicher certaines personnes illustres depuis l'époque de Carthage, depuis la fondation de Carthage par la reine Didon Elissa, jusqu'aux années de l'indépendance tunisienne, pour consacrer des livres aux pionnières de l'éducation, du cinéma. Et donc, c'est une dame qui a publié un certain nombre d'ouvrages sur la reine Elissa Didon, mais sur Ulysse, etc. Donc, des dizaines d'ouvrages et des centaines d'articles et de conférences prononcées lors de séminaires organisés ici à Tunis ou ailleurs. Donc, elle va nous parler aujourd'hui de sophonisme. Cette dame très illustre, cette dame de la Carthage antique, qui s'est immolée par le feu, ce qui nous rappelle la continuité de cet acte pour la défense de la dignité jusqu'à ces années avec l'acte martyr de Mohamed El Bouazizi, un certain 17 décembre 2010, pour dire que peut-être la liberté comme valeur absolue, la dignité comme valeur absolue, ce sont ces valeurs-là, des valeurs qui sont ancrées dans cette terre depuis des millénaires et pour lesquelles la vie, lorsque c'est nécessaire, peut ne rien dire, on peut s'immoler, on peut donc refuser la vie, accepter la mort de bon cœur pour défendre ces principes sans lesquels l'humanité ne pourrait pas être appelée humanité avec grand H. Je cède tout de suite la parole à Madame Alia Bakar. Merci pour cette introduction. Merci à vous tous et toutes d'être venus aujourd'hui par cette journée printanière. Je vais donc vous parler d'une princesse carthaginoise, Sophonisbe. Parler d'elle est une véritable gageure, et pour cause. Il est très difficile de reconstituer l'histoire de Carthage, créée en 814 avant Jésus-Christ, puis incendiée en 146 avant Jésus-Christ, après 3 guerres puniques. Si ce n'étaient les restes épigraphiques et les découvertes archéologiques, elle resterait la grande inconnue. Cette cité, qui a été le nombril du monde pendant plus de 6 siècles, a été immortalisée par des textes grecs et latins, autrement dit, ressuscitée et immortalisée par des plumes ennemies de Carthage, très défavorables aux Carthaginois. Ils sont donc à lire avec précaution. D'autre part, je ne suis pas historienne, mais une littéraire dont les travaux de recherche portent d'une part sur le mécanisme de la création littéraire à partir des sources historiques et culturelles relatives à la Méditerranée, et d'autre part sur la Tunisie punique et latine dans les textes gréco-latins
que j'ai enseigné à mes étudiants de l'Université de Tunis et de la Manouba, avec d'ailleurs mon cher collègue Sijalou Azouna. Il m'a paru néanmoins utile de mettre en lumière la représentation du sophonisme telle qu'elle a traversé les siècles et de scruter les interprétations de la légende qu'elle a léguée dans les lettres et les arts, tant au Maghreb qu'à l'étranger. Commençons donc par présenter Sophonisme, ce personnage historique. J'évoquerai et évaluerai ensuite les œuvres littéraires et artistiques qu'elle a inspirées. Pour découvrir et mettre en exergue ces multiples interprétations, il s'agira d'interroger, s'il y a lieu, différentes formes de créativité. J'ai parcouru la vie de cette princesse, sa perception, ses transformations, ses transpositions, selon l'époque et les lieux, pour tenter de démontrer en quoi et comment le goût, l'idéologie de chaque siècle et aussi la personnalité du créateur ont contribué à la survie de cette femme que le hasard de la vie politique a mis au devant de la scène. J'ai consulté les sources essentielles se rapportant au destin de notre héroïne. Chez les Latins, sa vie est racontée par Tite Live dans Histoire romaine. On la rencontre aussi, bien avant Tite Live, chez plusieurs historiens grecs. Polybe, qui a brossé dans ses histoires un portrait de la reine, avant d'évoquer son rôle dans l'histoire de l'Afrique. Puis Diodore de Sicile, la bibliothèque historique. Puis Appien d'Alexandrie, histoire des guerres des Romains en Libye. J'ai recherché ensuite ses traces en Tunisie et en Algérie. Faisons tout d'abord la connaissance de Sophonisbe. Elle est née à Carthage en 235 avant Jésus-Christ et morte à Cirta, Constantine, en 203 avant Jésus-Christ. Elle a disparu dans des circonstances difficiles à déterminer, comme nous le verrons. Ce qui est sûr, c'est que sa destinée a été étroitement liée à la Seconde Guerre punique. Issue d'une famille de notables, fille d'Asdrubal, fils de Giscon, général des armées carthaginoises, promise à Massinissa, elle accepte d'épouser le roi Syphax pour sauver Carthage menacée par les Romains et devient ainsi reine de Numidie. Son itinéraire de vie lui a octroyé 4 prénoms. En punique, Saphon Baal, c'est-à-dire la protégée de Baal, qui est la divinité centrale de la religion carthaginoise. En berbère, Sophines. En romain, Sophonisbe ou Sophonisba. Et Sophonisbe en français. Les historiens latins insistent sur sa jeunesse, son instruction, son raffinement, ses dons de musicienne et ses qualités de cavalière. Elle a été élevée dans l'amour de sa ville natale, qui rayonnait alors non seulement en Méditerranée, mais aussi le long des côtes nord-est et sud-est de l'océan Atlantique. D'après Diodore de Sicile, en plus d'être renommée pour sa beauté, Sophonisbe avait reçu une éducation privilégiée. Il la présente en ces termes, je cite, « À une juste proportion de toutes les parties du corps et à leur parfaite harmonie, elle unissait la fleur de la jeunesse, une connaissance approfondie des lettres et de la musique, un esprit plein d'urbanité et de grâce. » Fin de citation. Pour mieux vivre l'imbroglio politique qui a marqué sa vie, un bref rappel historico-géographique sera utile. C'est pas ça?
Voilà. Donc, les frontières n'existant pas en ces temps lointains, les limites de la Numidie ont varié selon les époques. Elles s'étendaient du nord-est algérien au nord-ouest tunisien, et ce, avant la conquête romaine qui a pris fin après la Troisième Guerre punique en 146 avant notre ère. Elle était habitée par les Numides, peuple parlant la langue libyque et vivant en dehors du territoire de Carthage. Deux royaumes se partageaient cette terre. Les Massiles, qui occupaient l'est de l'Algérie et le nord-ouest de la Tunisie jusqu'à l'Empire carthaginois. Leur roi, Massinissa, venait d'hériter de son père Gaïa. À l'ouest, les Massaéciles, qui occupaient un territoire plus important. Donc, qui occupe un territoire plus important, le centre et l'ouest de l'Algérie et l'est du Maroc. Sifax était leur roi. Ils avaient deux capitales, Siga, qui est Takambrit, et Sirta, Constantine. La destinée a fait de Sophonisbe l'enjeu de rivalité entre les deux rois numides lors de la Seconde Guerre punique. Lisons Tite-Live. Les Carthaginois veulent gagner à leur cause Sifax sur qui comptait Scipion pour réussir son débarquement en Afrique. Hasdrubal hâte la conclusion du mariage prévu entre sa fille Sophonisbe et Sifax. Au milieu des réjouissances, pour ajouter à l'alliance familiale un traité national, une alliance fut conclue entre Carthage et le roi. Ils échangèrent leurs paroles d'avoir même amis et même ennemis et prêtèrent serment. Un extrait des guerres des Romains en Libye d'Appien d'Alexandrie présente les choses autrement et met davantage l'accent sur l'itinéraire tragique de la princesse. Je cite, « Massinis, fils du roi macéusilien, qui sont des peuples belliqueux, y était aussi fort considérable, c'est-à-dire en Numidie, et était si bien fait de corps et d'esprit qu'Hasdrubal, fils de Giscon, l'un des premiers de Carthage, le souhaita pour gendre, quoiqu'il fût numide. Aussitôt que le mariage fut arrêté, ce jeune prince alla porter les armes en Espagne. Mais Sifax, qui était amoureux de la jeune fille, outré de ce qu'elle était promise à un autre, entra en armes dans les terres des Carthaginois et promit à Scipion qu'il était venu trouver d'Espagne, que s'il voulait attaquer Carthage, il joindrait ses armes aux siennes. Ce qui fut cause que les Carthaginois, qui savaient bien de quelle importance leur était Sifax en cette guerre, lui donnèrent en mariage la maîtresse de Massinissa, devant qu'il en sût rien, ni Hasdrubal lui-même, parce qu'ils étaient alors en Espagne. Ce jeune prince, ayant reçu avis de l'affront que lui avait été fait, en conçut un tel dépit que, pour se venger, il fit alliance secrète avec Scipion. Un rebondissement malheureux allait marquer de nouveau la vie de Sophonisbe. Après la défaite de son époux Sifax, capturé par l'ennemi, puis emmené enchaîné pour être exhibé à Rome, elle supplie Massinissa, qui est donc l'allié de l'ennemi Scipion, de l'épouser pour ne pas y être traîné et exposé comme butin et trophée de guerre. Tite-Live le lui fait dire en ces termes. « Écoute ma prière », donc c'est Sophonisbe qui s'adresse à Massinissa. « Écoute ma prière, règle seule en toute liberté le sort de ta captive et ne tolère pas que je sois soumise au pouvoir cruel et tyrannique d'un Romain. Même si je n'avais été que l'épouse de Sifax, j'aimerais mieux
m'en remettre à la bonne foi d'un Numide né, ça c'est important, né comme moi en Afrique, qu'à celle d'un étranger appartenant à une autre nation. À ce sujet, l'historienne Marie Coltelloni-Traunoy, évoquant le statut royal des reines hellénistiques et africaines, rappelle que, je la cite, « Rome considérait les reines comme de simples sujets de leurs époux et ne leur reconnaissait aucun pouvoir politique. Sophonisbe, après la capture de Syphax, devient ainsi la propriété du peuple romain, au même titre que n'importe quel autre sujet du souverain. » Donc, à la nouvelle du mariage de son allié avec la reine, donc Massinissa accepte de l'épouser à son retour de la guerre, alors que Syphax venait de décéder. Donc Massinissa épouse Sophonisbe, et à cette nouvelle, Scipion en prend un ombrage, de crainte que Sophonisbe n'influence Massinissa, son allié, et ne sauve Carthage. Il ordonne aussitôt son annulation. Pour lui, la jeune femme est une prise de guerre devant figurer dans le triomphe que lui réservait à son retour Rome. Pour échapper à la vindicte des Romains et au déshonneur, la reine décide de se donner la mort. À ce sujet, les historiens anciens sont partagés. Pour les uns, c'est elle-même qui a décidé de se suicider. Pour les autres, c'est Massinissa qui lui a fait remettre le poison par un de ses soldats. Alors que, d'après Appien, suite à l'ordre donné par Scipion, Massinissa s'exécute aussitôt. Et il écrit, Appien, je cite, « Il partit avec quelques Romains pour leur livrer Sophonisbe. Mais auparavant, il la vit en particulier, lui donna du poison en lui disant qu'il fallait choisir ou d'en boire ou d'aller captive à Rome, et sans lui dire autre chose, remonta à cheval. » Fin de citation. Selon Tite-Live, la reine aurait prononcé ces paroles à l'émissaire de Massinissa avant de boire le poison. Je cite, « J'accepte ce cadeau nuptial et même sans déplaisir, sans, il est vrai, qu'un époux n'en a pu faire de meilleur à son épouse. Annonce-lui pourtant que ma mort me serait plus douce si mes noces n'avaient coïncidé avec mes funérailles. » Fin de citation. Ainsi donc, par son ultime sacrifice, Sophonisbe intègre l'histoire. Elle devient une héroïne africaine dont le destin donne naissance à une nouvelle image de la femme associée pour la première fois à la politique de son pays et de son temps. Sa vie tourmentée, que j'ai brossée très rapidement, l'époque mouvementée dans laquelle elle a vécu et le mystère de sa disparition ne pouvaient que nourrir l'imaginaire et attiser création littéraire et artistique. Histoire, politique, passion et fables s'entremêlant ont donné naissance à de nombreuses et diverses œuvres que nous allons découvrir. Commençons par sa terre natale, la Tunisie. Contrairement à ce qu'offrent l'Algérie et les pays occidentaux, il faut avouer que le résultat est décevant. En dehors de livres écrits par quelques historiens tunisiens contemporains, la quête a été maigre. Pour Hassin Fanter, spécialiste de l'époque punique, Sophonisme est présente pour la plupart dans la plupart de ses écrits sans qu'il ne lui consacre un volume à proprement parler. Elle a habité pourtant toute sa carrière. Elle a toujours sa place dans des chapitres « La femme carthaginoise ». Il s'en explique en ces termes. Pour faire le portrait de Sophonisbe, je n'ai que les rares écrits de l'historiographie gréco-latine, notamment Tite-Live,
qui semble avoir reproduit Polybe. Pourtant, ses écrits sont abondants et son intérêt pour la princesse remonte aux années 60, du temps où il était encore étudiant à l'école normale supérieure en histoire. Sans compter les articles restés inédits et présentés lors des colloques, le dernier tenu à Témouche en septembre 2018 et portant sur Sifax et donc forcément sur sophonisme. Habib Boulharès, dans sa volumineuse Histoire de la Tunisie, les grandes dates de l'Antiquité à la Révolution, publiée en 2011, prend soin de présenter tout d'abord les deux rois berbères, leur royaume, puis la princesse, et les rôles joués les uns et les autres dans la Seconde Guerre punique, en 2 pages. Si Abdelaziz Belkhouja lui consacre quelques lignes dans son dernier livre consacré forcément à Hannibal Barca, publié en 2014, il y a pire, un livre d'histoire paru en 2015 en 2 volumes, que je ne nommerai pas, ne mentionne même pas le nom de Sophonisbe. Il est écrit dans le volume 1 simplement que Sophonisbe, entre guillemets, épouse une fille. Je dirais donc qu'Elissa Didon, qui appartient pourtant, elle, à la légende, a beaucoup plus inspiré les Tunisiens que Sophonisbe, personnage historique. Dans le 7e art, et là je tiens à vraiment remercier Madame Salma Bakar, qui est parmi nous aujourd'hui, d'avoir bien voulu me remettre un exemplaire de son moyen-métrage Fatma 75. Le rôle étant joué par Jalila Bakar, tenant le rôle donc de Sophonisbe. Je trouve pas. Enfin, je suis une très mauvaise. Voilà. Alors, pour Sophonisbe. Le film. Alors, nous allons donc entendre. Elle a incarné Sophonisbe dans ce film intitulé, ce moyen-métrage Fatma 75, paru en 1976. Voilà. Voilà. C'est Sophonisbe qui apparaît et qui va s'exprimer en ces termes. C'est comme ça que s'ouvre le film. بلادي قرطاج يعيش فيها أميرة. كنت مخطوبة لماتسينيسا لكن خان وتحالف مع الرومان. تركت وتزوجت سيفاكس الأمير البربري. حطينا اليد في اليد وتعاهدنا باش نقاوموا العدو مادام عندنا قوة ومادام حب الوطن يغذي في عزيمتنا. Bien, donc dans ce moyen-métrage, de quoi s'agit-il? Fatma, étudiante, doit présenter un exposé à l'université sur la femme tunisienne. C'est le point de départ de ce moyen-métrage qui nous permet de plonger dans l'histoire ancienne et de retracer le parcours du militantisme féminin tunisien depuis Sophonisbe, à l'époque carthaginoise, jusqu'à l'époque contemporaine, après la promulgation du Code du statut personnel. La réalisatrice nous invite à un voyage historique et féministe, passant en revue les héros et les héroïnes qui se sont sacrifiés et qui ont lutté ensemble pour l'indépendance du pays et pour la liberté de la femme, d'où le sentiment patriotique qui anime les personnages. Sophonisme, donc, comme vous venez de le voir, apparaît et se présente en ces termes. Je suis la princesse Sophonisbe. Ma patrie est Carthage. J'étais fiancée à Massinissa, mais il a trahi en s'alliant aux Romains. J'ai épousé le roi berbère Sifax pour combattre ensemble l'ennemi et défendre Carthage tant que l'amour de la patrie coulera dans nos veines. Mais mon époux a été capturé. J'ai choisi de mourir plutôt que de vivre dans le déshonneur et sans dignité. Je ne faiblirai jamais. C'est en ces termes que s'achève donc la présentation que vous venez d'écouter.
En littérature, un seul livre a été consacré à le sophonisme. Il s'agit du roman de Rafiq Daraji, Sophonisme, la gloire de Carthage, publié en 2005. L'éditeur présente l'ouvrage en ces termes, je cite, « L'auteur ne prétend pas être historien. En choisissant cette fresque de l'histoire de Carthage, il a tout simplement tenté, en tant que pédagogue, de joindre enseignement et divertissement. Le souci majeur de l'auteur ayant été de présenter une histoire d'amour tragique, connue de tous, dans un contexte à la limite du légendaire, la Deuxième Guerre punique, avec le caractère d'un événement vécu, parce qu'il vise surtout à faire découvrir l'arrière-scène du passé qui apporte quelque clarté sur l'environnement de l'histoire. Ce récit est didactique. S'il n'est pas le reflet exact de l'histoire, il n'en est pas moins une émanation critique indirecte du temps présent. Il en offre peut-être une vue quelque peu idéalisée, voire déformée, mais qui, en définitive, peut servir de base à d'utiles réflexions. Cécile Omheni écrit à ce sujet dans la presse de Tunisie, au sujet de ce livre, je cite, « L'auteur rend un hommage vibrant à la femme sophonisme, cavalière impétueuse. Le roman nous plonge au cœur de la diversité historique et culturelle de la tragédie et restitue au lecteur l'ampleur d'un espace fait de croisements et de rencontres. Phéniciens, Carthaginois, Numides et Romains, c'est la rumeur de leurs combats qui remonte ici jusqu'à nous, depuis l'immensité des champs de bataille dévastés. Les passions de Sophonisme, Massinissa, Syphax retentissent depuis l'Antiquité, émouvantes, belles et tragiques. Au sujet de cet épisode final de la vie de Sophonisme, on ne peut qu'imaginer sa terreur de tomber aux mains de l'ennemi et son suicide, même s'il est considéré comme un acte de grand courage pour une reine, à juste titre d'ailleurs, révèle avant tout une situation désespérée. Aussi, en ce sens, Sophonisme est une reine doublement sacrifiée, et par l'homme qui l'aimait, Massinissa, et par l'histoire, qui ne semble avoir retenu en elle qu'une séductrice et manipulatrice. Signalons aussi le livre de Najet Abdelkader, La liberté en héritage, journal d'une Tunisienne, publié en 2015, dans lequel elle évoque pour sa petite fille les femmes illustres de Tunisie dont fait partie Sophonisme. Elle lui consacre 4 pages. Et j'ai retenu juste cette phrase qui est importante. Son destin tragique, donc c'est le destin de Sophonisme, est étroitement lié à celui de Carthage. Peut-être a-t-elle même modifié le cours de l'histoire de la Méditerranée. Enfin, j'ai moi-même écrit un conte adressé à la jeunesse pour qu'elle se remémore son passé antique dont elle connaît à peine l'histoire et que j'ai intitulé « Sophonisme, princesse carthaginoise et reine de Numidie » et qui a été illustré par Zohra Lergesh, que je remercie. Alors j'espère que... C'est la couverture. Voilà. Les dessins donc faits par Zohra Lergesh, présentant Sophonisme, sur les hauteurs de Sirta. En Tunisie, donc, il semble que ce soit surtout les femmes qui continuent à entretenir quelque peu la mémoire de Sophonisme, raison pour laquelle j'ai choisi de vous la présenter aujourd'hui à l'occasion de la Fête internationale de la femme. Voyons ce qu'il en est en Algérie. Là, dans cet autre royaume de Sophonisme, une agréable surprise nous attend puisque plusieurs et diverses manifestations lui ont été consacrées. Je cite tout d'abord le théâtre. Il y a eu plusieurs pièces consacrées à Sophonisme, Massinissa et Syphax. Tout d'abord, le premier est celui de Ezzeddine Mihoubi, qui est journaliste, poète, romancier, homme politique et ministre de la Culture.
il a écrit une pièce Massinissa, produite par le théâtre régional de Constantine en 1990, et où, évidemment, l'épisode de sophonisme est présent. C'est une adaptation algérienne sans transgression de l'histoire que les auteurs latins avaient voulu écrire, qui était conforme à leur propre vision. Azzeddine Mihoubi est le seul Algérien à avoir réalisé une tragédie sur Massinissa, considérée par lui comme l'unificateur de la Numidie, dont il devient le souverain et l'initiateur du progrès de la future Algérie. 15 ans plus tard, la pièce Massinissa et sophonisme, mise en scène par Hamida Aït El-Haj, est présentée à Tizi Ouzou le 1er décembre 2015. Elle obtient un grand succès, comme en témoignent plusieurs articles de journaux. Je cite l'un d'entre eux. Ce fut avant-hier au théâtre régional de Keteb Yessine de Tizi Ouzou et devant un nombreux public et des autorités locales qu'a été présenté le nouveau spectacle Massinissa et sophonisme. Et ce, après avoir sillonné de nombreuses wilayas du pays, dont Constantine, où il fut présenté dans le cadre de Constantine, capitale de la culture arabe en 2015, avant d'atterrir à Tizi Ouzou pour effectuer ces jours-ci une nouvelle tournée à travers plusieurs localités de Kabylie et d'autres régions du pays. Alors, c'est la metteur en scène, je vous cite donc la metteur en scène. Excusez le temps perdu, mais enfin. Alors, la metteur en scène, quant à elle, s'exprime en ces termes. Cette version théâtrale de Massinissa vient s'inscrire d'une manière authentique dans l'histoire des plus anciennes villes du monde antique. Sirta, carrefour de la culture numide. Sirta, citadelle des rois berbères qui se sont succédés, et chacun à sa manière lui donna son cachet particulier. Sirta est incontestablement l'arène où se sont confrontés les plus grands rois agélidiens de la Numidie. Dans cette pièce, il s'agit en effet de mettre en scène le parcours de deux rois, je cite, connus pour leur esprit de vaillance, de courage et de témérité, Massinissa et Sifax, deux rois amazirs qui ont œuvré et qui ont mis toute leur stratégie et leur intelligence au service de la réunification de la Numidie. Pour la metteur en scène, elle s'explique un peu plus tard dans une autre présentation concernant donc toujours la même pièce. C'était très important pour moi que cette pièce en Kabylie soit jouée à Tizi Ouzou. Pour l'histoire en elle-même, notamment pour les Européens, Massinissa et Sifax se sont entretués pour sophonisme, alors que dans la réalité, les deux rois sont morts très vieux. Et je crois que ce n'est pas pour une femme qu'ils devaient s'entretuer. Par contre, ce qui est important pour nous, cette Numidie a toujours été une terre de convoitise. Elle a toujours été non seulement envahie, mais on a tout fait pour que sa culture soit anéantie et dispatchée à travers toute la Méditerranée. Fin de citation. La même toujours pièce a été présentée dans d'autres. Elle a été présentée aussi dans la Maison des Jeunes de Cheikh Al-Albihsin dans le cadre de la tournée qu'effectue le théâtre régional de Keteb Yessine de Tizi Ouzou, qui a sillonné de nombreuses régions du pays. La dramaturge s'explique en ces mots. Cette réécriture de la version première a tenté de se rapprocher le plus de la réalité historique. Ô combien difficile à restituer! Notre dramaturgie a mis en scène les deux Igélidiens, amazirs, les plus connus pour leur esprit de vaillance, de courage et témérité, Massinissa et Sifax, deux rois amazirs qui ont œuvré et qui ont mis toute leur stratégie et leur intelligence au service de la réunification
de la Numidie. L'autre pièce de théâtre, c'est une tragédie. Elle a été d'abord publiée sous forme de livre. Elle s'intitule également Massinissa et Sophonisme, tragédie écrite par Abdelaziz Ferah, parue en janvier 2006. L'auteur, né en 1939, est ingénieur d'État en agronomie et titulaire d'une thèse d'État en géographie, décédé le 20 juillet 2011. Passionné d'histoire jusqu'à son dernier souffle, la note d'éditeur mentionne « Rome n'a eu de cesse de provoquer Carthage jusqu'à la détruire, afin de dominer la Méditerranée dont elle fit sa Mare Nostrum, notre mer. C'est à cette partie de l'histoire qui oppose Carthage à Rome et dans laquelle interviennent Massinissa, Sophonisme, Syphax, Scipion et Laelius que cette tragédie se réfère. Elle relate un événement douloureux qui a conduit au sacrifice de Sophonisme. Et à l'auteur de préciser, en s'opposant aux pièces écrites au XVIIe siècle, où il fallait à cette époque mettre en exergue les seules grandes vertus de Rome, vertus qui, bien souvent, étaient loin de la réalité. Les sophonismes, écrites jusque-là, portaient gravement préjudice à une histoire qui demande à être rendue, la plus proche de la réalité, afin de participer à une œuvre de civilisation qui rassemble les hommes et non qui les divise. Ce fut le cas des deux rois berbères qui avaient marqué leur époque et que l'Écriture a dépeints comme de simples auxiliaires, méritants quand ils combattaient aux côtés de Rome et des poltrons quand ils osaient élever la voix contre le système que la propagande romaine sur son histoire a élevé en un dogme auquel étaient soumis tous ceux des intellectuels qu'il a rapportés. L'auteur espère pousser le lecteur à relire tant l'histoire de Rome, telle que rapportée par Tite-Live, que mise en scène par Corneille. Il espère ainsi que serait rendu à César ce qui lui appartient, c'est-à-dire à mieux faire connaître les personnages illustres encore noyés dans la scorie parce qu'ils n'ont pas été des auxiliaires serviles de l'histoire de Rome. Fin de citation. Cette pièce a été adaptée au théâtre et représentée lors du festival relatif à la 17e édition, les 24 heures de théâtre non-stop au KEF, le 28 mars 2018. L'Algérie y était représentée par la troupe du théâtre donc régional de Kete-Biassine de Tizi Ouzou. Une autre pièce aussi qui mérite d'être indiquée, c'est une pièce de théâtre amazigh, en langue amazigh, qui fait revivre sophonisme. C'est une première dans la littérature amazigh contemporaine. Le dramaturge et poète Saïd Abarnous traduit vers l'amazigh sophonisme. En plus de promouvoir l'apprentissage et la transmission de cette langue, l'idée d'Abarnous est de mieux faire connaître cette figure de l'époque antique en Afrique du Nord. Inspiré par l'œuvre de Voltaire, Saïd Abarnous joint ainsi ses écrits à ceux ayant fait connaître sophonisme à travers les siècles, mettant en avant ses valeurs de courage, de dignité, d'honneur, ainsi que son esprit de sacrifice et de ténacité. C'est ce qui a été écrit donc le 12 janvier 2018. Passons à un autre genre. En Algérie, des colloques internationaux ont été organisés sur sophonisme. Je n'en citerai que 2, je pense. Il a été consacré à El Khroub le 20 et 22 septembre 2014 et intitulé Massinissa ou l'époque glorieuse de la Numidie. Il est consacré à Sophonisme
et à la rivalité Massinissa-Syphax au cœur de Cirta. Trouver un portrait de Syphax. Donc, je rapporte ici une partie de la communication du docteur Boujem'a Haïchour, chercheur universitaire et ancien ministre aussi. Il donne le descriptif suivant de Massinissa et des héros que je viens de citer. Après avoir présenté le jeu des alliances lors de la Seconde Guerre punique entre les principaux personnages, il en arrive à l'ordre donné par Scipion à Massinissa pour lui remettre Sophonisbe. Mais celle-ci préfère mourir plutôt que d'être captive. Préférant la mort à la captivité, c'est en reine qu'elle mourut, une coupe de poison à la main. C'est sa citation. Il continue et passe ensuite en revue différentes pièces de théâtre consacrées à Sophonisbe en Europe, ce qui l'amène à la conclusion suivante. Toutes ces adaptations travestissent l'honneur des Agélides numides. C'est l'histoire sublime des rois numides autour de Sophonisbe, reine carthaginoise partagée entre la fidélité conjugale et l'amour de la patrie. Elle est une femme dont le destin a fait d'elle une héroïne de son temps. D'autre part, dans ma quête de la survie de Sophonisbe, j'ai relevé de nombreux articles dont je ne vous citerai que celui-ci, car il traite la question avec humour. Il intitule son article, donc c'est un journaliste qui publie au Soir d'Algérie le 30 septembre 2018. Le béguin pour Sophonisbe de Reski Metref. Alors voilà ce qu'il écrit. Avant d'aller au colloque organisé par le Haut Commissariat de l'Amazirité à Ain Temoshent autour de Syphax et la rencontre de Siga 2006 avant Jésus-Christ, je ne me doutais pas qu'après Massinissa et Syphax lui-même, j'allais me mettre sur les rangs pour ressentir le béguin pour Sophonisbe. Personne fascinant, Sophonisbe, belle princesse carthaginoise, a été, selon les rares sources de l'époque, et pas toujours objectives, la fiancée de Massinissa, puis l'épouse de son rival, le vieux roi Syphax, puis de nouveau l'épouse éphémère de Massinissa. Massinissa et Syphax ne se sont pas disputés uniquement pour la Numidie. Ils ont été d'implacables rivaux dans le cœur de Sophonisbe. La défaite de Syphax lors de la Deuxième Guerre punique a bien évidemment eu des conséquences sur le destin de la reine Sophonisbe que Massinissa épouse pour la sauver des chaînes romaines. Mais Scipion s'opposa à ce mariage express. Elle préférera se donner la mort plutôt que d'accepter d'être captive de l'ennemi romain. Ce sacrifice fera d'elle l'héroïne d'au moins une vingtaine de pièces de théâtre dans les principales langues européennes, dont une de Corneille et une autre de Voltaire, et d'autant d'opéras, sans compter les tableaux de maître dont elle a été le sujet. On a en mémoire ce chef-d'œuvre de Rembrandt. Avec tout ça, comment échapper au coup de foudre? Ma parole, mais pas de panique, c'est le béguin pour la fiction. En conclusion de cette partie concernant l'Algérie, il apparaît que Sophonisbe, comme vous venez de le voir, reste vivante dans la mémoire algérienne, qui lui consacre un grand intérêt. Elle est admirée et fait la fierté de tous, car elle incarne la patriote sacrifiée. De ce fait, elle entretient auprès du peuple algérien un certain nationalisme et alimente la volonté de généraliser l'enseignement de la langue amazighe. Cependant, un sentiment d'injustice est exprimé car Sophonisbe a été victime des historiens de l'Antiquité que les écrivains algériens ne manquent pas de remettre en cause et de polémiquer. Voyons en Occident maintenant. Sophonisbe a inspiré plus d'un.
tant dans les lettres que dans les arts. La littérature, la musique, la peinture et le cinéma l'ont choisi pour sujet. Entre le XVIIIe et le XIXe siècle, on ne compte pas moins d'une quinzaine d'opéras. La reine, comme a écrit l'autre, a donné des ailes à l'imaginaire. Des ouvrages la concernant ont été publiés en plusieurs langues, en allemand, anglais, arabe, espagnol, finnois, hébreu, italien, polonais, portugais. Je vais vous donner une liste qui est bien sûr loin d'être exhaustive. Elle est sortie de l'ombre au XIVe siècle en Europe, en Occident. Pétrarque mentionne brièvement Sophonisbe et Massinissa dans son épopée en latin Africa, publiée en 1501 à Venise. Trissino, dit le Trissin, est l'auteur d'une Sophonisba vers 1515. Imitée des tragédies grecques et considérée comme la première tragédie classique italienne. Et Mélin de Saint-Gelais traduit la tragédie de Trissin et l'a fait représenter en avril 1556 devant la cour au château de Blois. Claude Mermet réalise lui aussi en 1584 une traduction de la pièce de Trissin. Antoine de Montchrétien fait paraître en 1596 une sophonisbe portée à la scène en 1601 sous le titre « La Carthaginoise ou la Liberté ». La pièce figure dans la première édition de ces tragédies complètes. Jean Méret publie une tragédie, la Sophonisbe, dans laquelle il respecte la règle des 3 unités, en 1634. Georges de Scudéry consacre à la mort de Sophonisbe la 5e harangue de son ouvrage « Les femmes illustres » ou « Les harangues héroïques » en 1642. Pierre Corneille fait jouer sa Sophonisbe en 1663. Voltaire écrit sur le même sujet une tragédie en 1770, etc. Chateaubriand relate en détail, dans la 7e partie de son itinéraire de Paris à Jérusalem, le drame qui s'est joué entre les 2 rois numides et Sophonisbe, en 1811 paru. Marie-France Briselange retrace dans son roman Massinissa le Berbère la vie de ce roi et relater l'histoire de Sophonisbe, en 1990. Gabriel Camp évoque l'histoire également de cette princesse dans son livre « L'Afrique du Nord au féminin, héroïne du Maghreb et du Sahara », où il dresse en 20 tableaux l'histoire des peuples d'Afrique du Nord, livre paru en 1992. Claude Gérard propose sous une forme romancée une histoire de la relation amoureuse de Massinissa et Sophonisbe ainsi que de sa conclusion tragique, L'épouse éphémère, publié en 2016, etc. Concernant les œuvres musicales, j'en ai recensé 15, intitulées toutes Sophonisba, donc je ne vais pas passer en revue tout ce qui est... Mais ce qui est intéressant, c'est le lieu où ces opéras ont été présentés. En Sophonisba, donc, à Venise en 1708, à Livourne en 1715, à Naples en 1718, à Rome en 1722, à Milan en 1744, à Venise de nouveau en 1747, à Vienne en 1748, à Mannheim en 1762, à Venise de nouveau en 1764, et à Paris et Turin plutôt en 1764, à Londres en 1766, à Lisbonne 1803, Turin 1805, Bologne en 1805. Il y a eu des œuvres également cinématographiques. Cabiria en 1914, où Sophonisbe est interprété par l'italienne Almirante Manzini, Scipion l'Africain en 1937, où elle est interprétée par Francesca Bragiotti. Et en 2019, j'ai appris qu'un long métrage à grande mise en scène est en train d'être tourné en Algérie et il s'intitule Sophonisbe. Concernant les œuvres picturales, elles sont nombreuses et je terminerai par elles.
D'abord, la première est celle d'Andrea Mantegna, graveur, peintre, dessinateur, né en 1431 dans la province de Padoue en Vénétie, et qui a donc fait cette œuvre qui s'intitule Sophonisme en 1490. Georges Penex, peintre, graveur allemand et dessinateur, né à Bavière vers 1500, il a également présenté Sophonisme, donc au XVIe siècle. Vient ensuite Rutilo Manetti, Sophonisme et Massinissa, qui se trouve au musée des Offices à Florence, et c'est une commande qui a été faite par la grande duchesse Marie-Madeleine d'Autriche. J'ai choisi de présenter chronologiquement, bien sûr, mais j'ai choisi aussi de varier la diversité des lieux où la princesse a été donc imaginée. C'est donc Giovanni Giorgio, alors vous voyez vous-même, donc Giovanni Barbieri Guercino de Bologne, qui est peintre dessinateur baroque et qui a présenté ce tableau en 1630, Sophonisme buvant le poison. Comme vous le voyez, c'est vraiment ce geste-là qui a beaucoup marqué l'imaginaire des peintres. Nicolas Régnier, donc, qui a fait ce tableau, La mort de Sophonisme, en 1655. Ce tableau se trouve en Angleterre, au Halton Borough Council, près de Liverpool. Vient ensuite l'œuvre de l'Allemand Jean Bokhorst, l'Allemand, en 1668, qui crée donc également Sophonisme. Nous arrivons à Rembrandt, qui a donc fait éveiller le béguin pour Sophonisme, à ce journaliste algérien. Alors voilà le fameux tableau de Rembrandt. Ce tableau est daté de 1634. Et il s'intitule Sophonisme recevant la coupe de poison. Il est à Amsterdam, il est exposé à Amsterdam. Vient ensuite l'œuvre de Mattia Preti, c'est un Maltais. Il a fait ce tableau en 1670, intitulé La mort de Sophonisme, et il se trouve au musée des Beaux-Arts de Lyon. Giambattista Pittoni, qui est de Venise, qui est peintre, professeur, il a même été recteur de l'université de Venise, a fait ce tableau en 1730, La mort de Sophonisme, et il est exposé au musée des Beaux-Arts de Pouchkine à Moscou. Cipriani Giovanni Battista a fait aussi ce tableau The Death of Sophonisba, que l'on trouve fait en 1777 et qui est au musée de London. Vient ensuite cet autre tableau, toujours alors au XVIIIe et empiétant sur le XIXe. Comme vous le voyez, j'ai varié les provenances et les peintres et la chronologie. Donc, Vincenzo Guarana, Sophonisme recevant le poison de Massinissa, à Parme. Ce tableau se trouve donc à la Galerie nationale à Parme. Vient ensuite Jean-Charles Nicaise-Perrin. Il ne m'en reste plus que deux d'ailleurs. Je vais bientôt terminer.
Cet autre tableau, donc, qui est Jean-Charles Nicaise Perrin, qui a vécu jusqu'à la moitié du XIXe siècle, la mort de Sophonisbe datant de 1783, et il se trouve au musée des Augustins à Toulouse. Une autre nationalité, c'est un Ukrainien. Cet Ukrainien, donc, Antoni Grouzeski, artiste peintre né en Ukraine, qui a peint en 1793 Sophonisbe dans sa douleur et qui se trouve au musée en Pologne. Donc, enfin, le dernier, c'est celui de Anatole des Vosges, qui a vécu de 1770 à 1850, la mort de Sophonisbe, 19e siècle, et qui est au musée Magin de Dijon. Voilà donc, en conclusion, que retenir de tout cet ensemble. Cette recherche sur la survie de la princesse carthaginoise Sophonisbe permet de retenir qu'elle est bien vivante dans les mémoires, exception faite de sa terre natale. En Tunisie, certes, son nom apparaît dans divers espaces culturels et touristiques, sans plus, ce qui donne lieu à des baptêmes quelque peu inattendus. En effet, je donne un exemple, la marine tunisienne ayant pris la livraison de son 3e torpilleur en août 2018 l'a baptisé Sophonisbe. Néanmoins, cette princesse a captivé l'attention de la plume, du pinceau, de la scène, de la caméra. Elle a donné lieu à un foisonnement d'approches et d'interprétations. L'histoire, la tragédie, la légende, même l'humour l'ont ressuscitée. Elle a fructifié l'imaginaire de ses descendants et de ses admirateurs éparpillés dans le monde. Personnage historique, elle a survécu au temps sous différentes expressions. Elle a donné naissance à de multiples œuvres qui lui ont redonné vie en la projetant dans le temps et dans l'espace sous forme de mythes, assurant sa survie et un rayonnement immortel. Sophonisbe échappe ainsi à son africanité et à sa tunisianité pour atteindre les sphères de l'universel. Elle appartient aujourd'hui à la culture de l'humanité. Je vous remercie. Je remercie de nouveau Madame Alia Bakar pour cet exposé très bien documenté où elle a fait un tour d'horizon de toutes les spécialités allant du cinéma à la peinture, à la musique, l'opéra et ce rayonnement universel par lequel elle a terminé son exposé. Bien sûr, en ce jour glorieux, le 8 mars, fête de la femme, fête internationale de la femme, peut-être c'est un choix judicieux que de parler de notre illustre Sophonisbe, princesse Sophonisbe, malgré le drame qu'elle a vécu, déchiré entre les intérêts de la guerre, de son pays, et les ennemis de son pays se trouvant au centre des enjeux à la fois politiques, matrimoniaux et autres. Et elle a su, malgré les moments très difficiles de sa vie, elle a su garder la tête haute et la dignité intacte. C'est très important d'évoquer ça. Bien sûr, ces illustrations de peinture, peintres illustres de Rembrandt à autres, ne font que accentuer l'intérêt qu'a porté Alia Bakar à cette figure illustre. Bien sûr, dans sa conclusion, Alia Bakar semble nous reprocher, à nous tous, à notre pays, peut-être
cet intérêt sophonisme qui n'est pas à la hauteur de cette renommée internationale. C'est peut-être cet appel-là qui vous interpelle. Bien sûr, nous sommes fiers aujourd'hui d'avoir avec nous Madame Salma Bakar, qui a participé par son film Fatma 75, déjà une pionnière, a attiré notre attention dès 1976 sur cette illustre princesse carthaginoise de notre pays. Aujourd'hui, nous avons des spécialistes parmi nous, le professeur Fanter, bien sûr, très grand spécialiste de la civilisation carthaginoise, de l'histoire de Carthage. La parole est à vous. Bien sûr, Alia Bakar a attiré l'attention au début de son exposé. À un certain moment, elle l'a rappelé, et elle l'a rappelé encore une dernière fois, cette attitude critique qu'elle a eue devant cet amas de textes d'historiens anciens et jusqu'aux historiens et romanciers contemporains pour distinguer entre la légende, bien sûr, et l'histoire, parce que le destin de sophonisme est partagé entre légende et histoire, mais aussi pour attirer notre attention, dès les temps de l'Antiquité, sur la nécessité de ne pas trop se fier aux textes anciens, surtout latins et romains. Et elle a, après Chateaubriand, dans son itinéraire, etc., attiré notre attention sur les différents textes, prises de position de ces écrivains divers, surtout les Romains, les Latins, et déjà les Grecs qu'elle a signalés, surtout Diodore de Sicile et autres. Donc la nécessité, toujours devant ces textes, de rester vigilant et d'avoir un esprit critique pour pouvoir faire la part des choses. À vous la parole. Une question tout à fait simple. Dans tous les tableaux qui sont exposés un peu dans les pays d'Europe, est-ce que dans la légende, elle est présentée comme étant carthaginoise ou plutôt côté Algérie? Parce que d'après ce que vous avez mentionné, l'histoire a été mise en relief beaucoup plus par l'Algérie que par la Tunisie. Je voudrais juste savoir elle est perçue comment, cette princesse? C'est-à-dire que d'abord, elle est carthaginoise. Tout le monde reconnaît qu'elle est née à Carthage, elle est carthaginoise, c'est une héroïne. Et les Algériens, de leur côté, se sont emparés de cette partie de l'histoire qu'ils ont critiquée et qu'ils ont remis en cause. Ils ont créé une polémique et qu'ils ont même traduit en amazérien. Ce qui est quand même... C'est-à-dire, au moins, eux ont eu une réaction quelconque, quelle qu'elle soit. Qui est autre que celle de la vision de l'Occident. Mais ils savent évidemment qu'elle est, elle est en tous les cas africaine et carthaginoise. C'est dans les publications de tragédies, par exemple, il est toujours question de Carthage et de l'Afrique, et ça n'a pas été du tout mis en cause. Les tableaux, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr, tout à fait. Oui. Mais chaque peintre l'a présenté selon l'école à laquelle il appartient. Vous avez vu, il y a les baroques, il y a souvent, selon, par exemple, le tableau de Rembrandt est fait dans l'ombre. C'est une spécialité justement de Rembrandt. Toujours ces personnages qui sont assez forts et Dodus, c'est le cas de celui de Rembrandt ici, représentant sophonisme, elle est dans l'ombre. Chacun l'a présenté selon sa propre école. Oui, merci, Monsieur le Président. Permettez-moi d'abord de remercier Madame Bakar pour cette fresque, ou plutôt cette pinacothèque, à la fois verbale et picturale, qui nous fait à la fois plaisir, mais aussi qui nous fait beaucoup regretter la situation où nous sommes. Ça fait plaisir de constater que notre histoire a fécondé l'autre. Oui. Elle n'a pas pu nous féconder. Nous sommes encore
Et ce n'est pas notre faute, parce qu'au fond, on n'a rien fait pour qu'on puisse, disons, générer des œuvres d'art et des œuvres littéraires et des œuvres musicales concernant l'une ou l'autre personnalité de notre histoire. Au contraire, on a tout fait pour que l'histoire soit marginalisée, qu'elle soit d'ailleurs arabo-islamique ou qu'elle soit antérieure à l'arabité. L'histoire, c'est une matière marginalisée et la meilleure expression de cette marginalisation, c'est le coefficient 1,5 dans l'enseignement secondaire. Alors que, par exemple, pour la physique ou pour les mathématiques, c'est le coefficient 10. Qui fait l'histoire, qui s'intéresse à l'histoire, quand, au fond, c'est une matière qui ne lui rapporte rien. Or, et puis, quand il y a une absence totale d'une politique, disons, d'une conscience de l'histoire auprès de ceux qui nous gouvernent, ça ne les intéresse pas. On pense à trouver, à donner du travail à ceux qui sortent avec des diplômes. Et vous êtes en train de vivre le résultat de cette politique de mercenariat. On forme des mercenaires, on ne forme pas de citoyens. Or, pour qu'on forme des citoyens, je l'ai plusieurs fois dit, je le répète, 3 matières fondamentales pour former l'histoire, pour la construction, pour bâtir le citoyen. Ce sont la langue, l'histoire et la géographie, c'est-à-dire au fond les sciences humaines, d'une façon générale. Les sciences humaines, même pour les sciences physiques ou chimiques ou biologiques, ce sont des fertilisants. Celui qui ne fait pas les sciences humaines, qui n'a pas une formation en matière de sciences humaines, il ne sera jamais, pour ainsi dire, un prix Nobel. Il sera toujours un mercenaire au service de quelqu'un de créateur. Voyez-vous, voilà au fond où nous en sommes. Par ailleurs, même, par exemple, ceux qui actuellement font une pièce de théâtre ou une pièce ou une peinture, en fait, ils ont fait appel à leur propre culture pour nous présenter Sophonisme dans un costume de leur propre culture. Ils n'ont pas fait, disons, on peut leur reprocher cela, ils n'ont pas fait l'effort nécessaire pour voir on peut s'inspirer de costumes phéniciens ou de costumes carthaginois qui nous sont offerts, que nous pouvons voir sur les terres cuites, par exemple, sur les sculptures, sur les chatons de bagues. On peut reconstituer des visages. Voyez-vous, il y a beaucoup à faire et je crois qu'au fond, une conférence de ce genre, de celle dont nous avons écouté aujourd'hui, doit nous permettre, elle est faite d'ailleurs pour une prise de conscience, pour que nous puissions un jour dire à l'autre et peindre à l'autre ce que nous sommes, et non pas l'autre nous peint l'image pour nous dire voici ce que vous êtes. Merci beaucoup. Normalement, ça devrait étonner que l'acte de sophonisme, qui est un suicide, et que, normalement, le suicide, il est abhorré, surtout par les religions, qu'il ait, cet acte, un tel écho, voilà, qu'il a eu un tel écho dans la littérature et les arts en Occident. Donc, qu'est-ce qui a fasciné dans cet acte pour avoir une telle résonance et une telle réception? Surtout que je peux ajouter ce que les Allemands aussi, de leur côté, ont fait du thème de sophonisme. Donc depuis le XVIIe jusqu'au début du XXe siècle, il y a eu des tragédies, des romans, bien sûr, dans l'art et la musique.
Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Surtout qu'il y a encore un autre exemple d'un suicide fameux qui s'est déroulé aussi en terre tunisienne, celui de Caton d'Utique, dans le cadre de la guerre civile romaine, à l'approche de César, Caton qui s'est suicidé. Et je sais que dans la littérature, du moins allemande, ça a eu un grand écho aussi. Merci. Oui, parce que je dois répondre. Merci. Je voulais tout simplement vous demander si vous avez pensé à établir un parallèle entre sophonisme et une autre femme. Sophonisme, c'est la fin de la Deuxième Guerre punique, et une autre femme à la fin de la Troisième Guerre punique, c'est la femme d'Asdrubal, qui n'a pas non plus accepté la défaite des Carthaginois et qui s'est donné la mort en se jetant dans le feu. Oui, en se brûlant avec ses deux fils. Ouais. Ma question s'adresse plutôt à notre éminent historien Sersin Fandar pour nous dire est-ce de l'histoire ou de la légende? Oui, parce que je préfère répondre au fur et à mesure, sinon j'oublie. Merci. Nabil Khallela. Oui, voilà. Oui. Voilà un autre historien qui se joint à nous, oui, un autre Nabil historien. Khallela. J'ai été très heureux de vous écouter, chère Alia, car vous n'avez pas parlé d'histoire, vous avez parlé de la survie de l'histoire, si vous voulez. J'ai beaucoup aimé votre démarche et surtout nous montrer que l'histoire ne meurt jamais, en fait. Elle est tout le temps revivifiée, par vous notamment, par les littéraires, par les artistes, etc. Je remarque que malheureusement, j'abonde dans votre conclusion, les Tunisiens ne sont pas très habitués à remettre en valeur, en fait, toute cette histoire, comme si notre histoire n'était pas suffisamment et bien assimilée par nous tous et par les intellectuels tunisiens. Peut-être serait-il dû au fait qu'on ait donné plus d'importance à la civilisation arabo-musulmane qu'à la civilisation anté-arabe. D'un autre côté, on a souvent négligé l'histoire numide, alors que ces numides sont nos ancêtres et ont bien marqué notre histoire. Donc, du coup, les Tunisiens, comme vient de le dire Sersin Fandar, n'a pas tellement assimilé cette partie de l'histoire et pratiquement il ne s'y voit même pas. Et là, pour moi, c'est un problème. Je vais vous dire une chose. J'ai publié des actes de colloque sur Carthage et j'ai demandé aux collègues de meubler leur article de représentation des lycéens notamment. Eh bien, on a trouvé que des toiles, des tableaux d'Europe. Aucune toile, aucun tableau ne vient de chez nous, ni de l'Algérie, évidemment, encore moins du Maroc. C'est dire qu'on est un peu déconnecté, comme si on était déconnecté par rapport à cette histoire-là. Là, on m'a envoyé un lien, nation.tu, l'histoire de la Tunisie qui est faite par les femmes. D'accord, mais encore faut-il la montrer. C'est vrai que si Mahmoud parle de la femme d'Asdrubal, ça serait apparemment, ça n'a pas été remis en cause. Elle se serait jetée dans le feu avec ses enfants après avoir moqué son mari Asdrubal, qui s'est mis à genoux et bon. Alors, maintenant, peut-être qu'il est temps, Sersin le sait parce que nous avons ensemble parlé de cela, il est temps maintenant de regarder un peu notre histoire en face, réellement,
Et même si au plan de l'éducation ou des enseignements, on ne donne pas la part qu'il faut à cette partie de l'histoire ancienne, nous autres devons, historiens et intellectuels, nous mettre au travail pour faire connaître cette partie-là. Je dois dire, et là je m'autocritique, nous n'écrivons pas assez, nous, pour les jeunes. Ce n'est pas pour lancer des fleurs à Sarsine. Il est vrai que lui parle à la radio, il a des émissions, etc. Il diffuse. Nous, il est vrai que nous restons académiciens et malheureusement, on n'écrit pas des livres pour les jeunes pour qu'ils puissent réellement simplifier cette histoire qui peut paraître pour certains assez lointaine et assez difficile à comprendre. Vous nous avez donné, Madame Alia Bakar, une belle leçon de la manière de se réapproprier, de la manière de récupérer notre histoire, et nous en avons bien besoin par les temps qui courent. Merci. Absolument. Oui, merci. Cette jeune fille depuis longtemps. Cette jeune fille. Merci. Eh bien, je tiens à remercier mon cher professeur Alia Bakar, parce que j'étais son étudiant, et son discours m'a rappelé que la question fondamentale que nous devons nous poser est la suivante. Qui sommes-nous? Alors, on est personne, au fait, Salma Bakar. Qui sommes-nous? Est-ce qu'on est des Arabes? Est-ce qu'on est des musulmans seulement? Ou est-ce qu'on est des Amazirs seulement? Ou est-ce qu'on est autre chose aussi? Quand mon passage au ministère de la Culture avec mon ami Nabil, j'ai formulé un concept nouveau de tourisme alternatif. Alors je suis parti du tableau de Magritte qui s'intitule « Ceci n'est pas une pipe ». Il a pris en photo une pipe et il a intitulé l'œuvre « Ceci n'est pas une pipe ». Moi j'ai intitulé mon concept « Ceci n'est pas une carte postale ». La Tunisie n'est pas une carte postale, et j'ai essayé de répondre en disant « Voilà, prenez mon œil. Je vais vous donner mon œil, vous allez voir, chers touristes, chers regardants externes, qui vient derrière les mers, comme on dit en arabe, venez voir ce qu'est qu'un Tunisien. » Et j'ai essayé de me focaliser sur le patrimoine immatériel. Tout à l'heure, le professeur Fanter parlait des costumes représentés par les peintres de Sophonie. Eh bien, les costumes, oui, les couleurs aussi, parce que qu'est-ce que Carthage fait? Après avoir brûlé Carthage et semé sa terre de sel, les Romains ont pris avec eux des trophées. Quel genre de trophées? Un, ils ont pris l'encyclopédie de Magon. Deux, ils ont pris cette technique de coloration par le pourpre qui a fait la grandeur commerciale de Carthage. Et ceci a permis aux Romains de réoccuper tous les comptoirs commerciaux de Carthage, n'est-ce pas, après l'extinction de Carthage et l'enterrement, entre guillemets, de Carthage. Donc, pour en finir, je dirais que cette communication, ce très bon exposé, cette conférence, nous ouvre sur d'autres conférences et sur d'autres recherches qui devraient nous ramener, nous faire revenir à nous-mêmes pour que nous prenions conscience de notre appartenance. Parce que nous n'avons pas de sentiment d'appartenance à cette terre. Et le plus grand fléau civilisationnel qui ait pu arriver ici en Tunisie, c'est le fait que l'islam
n'est-ce pas, est venu dire on va tout effacer. Al-Islam ou yajubbu ma sabiqahu. Tout ce qui vient avant l'islam est à gommer. Et c'est la pire des catastrophes, des cataclysmes qui puissent arriver dans un pays que d'effacer son histoire et son authenticité. Merci. La jeune fille, elle dit qu'en rose. Oui, oui. Bon, j'ai tenu à avoir le micro pour vous remercier particulièrement pour votre exposé, car à travers cet exposé, je découvre l'importance de cette princesse, étant moi-même scientifique, donc je n'ai pas beaucoup de bagages en histoire, et donc vous m'avez donné l'envie d'apprendre sur cette princesse et de lire des livres sur ce personnage. Je suis aussi amère et triste que cette princesse soit très mal connue en Tunisie et que par ailleurs, comme ça a été dit, elle est plutôt connue à l'étranger et pas dans son pays natal. C'est étonnant qu'il n'y a même pas une avenue qui porte son nom, à moins que je me trompe. Il y a l'espace. Oui, je sais, il y a la salle, mais pas. Oui, mais pas au centre. D'accord, mais pas plus que ça. Et autre chose, donc pour l'avenir, maintenant qu'on a une grande cité de la culture, ça serait bien qu'on organise des événements et des manifestations qui sont dédiées à cette princesse, des expos, tout ça. Donc, je pense qu'il est grand temps d'œuvrer dans ce sens. Voilà. Et encore merci. Merci. Oui. Pas du tout historienne, mais j'ai juste une remarque un peu. Donc, je voulais savoir, est-ce que l'histoire du sophonisme est très liée à celle de Massinissa et de Syphax, mais est-ce que le déni, c'est-à-dire le fait de ne pas parler du tout de sophonisme, est de même pour Massinissa et Syphax, ou est-ce que ce sont les autres, c'est-à-dire, est-ce que c'est toute l'époque, cette époque-là, on n'en parle pas dans l'histoire, et c'est ce qu'a dit Madame là, parce que Monsieur, c'est-à-dire les musulmans ont dit il faut pas parler de cette période, ou bien est-ce que c'est spécifique à sophonisme? C'est ça ce que ma question. Parce que c'est une femme peut-être, ou parce que c'est... Une dernière intervention. Merci et bravo pour ce que vous avez fait, madame. Je ne suis pas historienne, mais je suis une grande fan de l'histoire. Et ce qui est triste, c'est qu'il y a plusieurs femmes tunisiennes qui sont méconnues par les Tunisiens. Et ce que j'ai toujours reproché aux historiens, c'est le fait d'écrire pour des historiens. Et d'ailleurs, ça a été clairement dit lors de plusieurs conférences. Je suis désolée, messieurs les historiens, vous écrivez pour un peuple, pour un pays et pour un drapeau. Donc votre travail est dur à mener. C'est-à-dire que vous écrivez en fin de compte pour nous et pour nos enfants et nos petits-enfants, ça de A. Le style, ce que j'ai toujours reproché, c'est que le style, il est un peu lourd quand on écrit l'histoire ou quand on parle d'histoire. L'histoire doit être racontée, surtout pour nos jeunes, puisque moi je suis enseignante. Donc je raconte l'histoire à mes étudiants. Bon, je suis prof d'anglais. Et mes étudiants sont les futurs guides culturels. Donc, pour un guide, le style doit être léger. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de trous dans notre histoire. Par exemple, si on parle de la Berbérie, c'est vraiment rare de trouver des documents qui parlent de la Berbérie. Quand on parle de Carthage,
C'est vraiment rare de trouver des documents concernant, par exemple, l'éducation, le système éducatif, les traditions, les coutumes. Il y a beaucoup de choses qui nous intéressent et malheureusement, vous allez me dire, ça fait partie du patrimoine. Bon, l'histoire est un tout. Vraiment, l'histoire est un tout. On ne peut pas faire vivre l'histoire si on ne parle pas de tout ça. Et j'espère que dans un avenir proche, on pourrait au moins faire quelque chose de notre histoire. Mais une histoire écrite par un cœur tunisien, pas par un cœur étranger. D'accord? Merci madame encore une fois, c'était vraiment intéressant. Et on espère, par exemple, on espère vous voir avec Arwa la Kérouanaise. Ah oui. Okay. Ou avec la déesse Libya qui était à l'origine du panthéon grec. Merci encore, madame. La prochaine, je crois, conférence va se faire sur sur la Kérouanaise, oui. Alors là, bon, il y a eu beaucoup de points qui ont été abordés. Je dois expliquer. Alors, voilà. Pourquoi ça m'a interpellée, moi, cette question, ce problème que très souvent, quand je parle de sophonisme, on me dit, mais qui c'est? On me regarde comme ça, comme si je parlais d'une autre langue. Or, moi, je l'ai découverte justement en tant que XVIIemiste. Or, au XVIIe siècle, les tragédies portaient énormément sur sophonisme. Les grands écrivains du XVIIe et XVIIIe, parce que c'était l'époque du stoïcisme, c'était l'époque du sacrifice, de tous les sentiments nobles et forts de l'être humain. Donc, ils ont trouvé ce sujet et il y a eu donc Maigret, enfin tous ceux qui sont là sur la liste et beaucoup d'autres. C'est comme ça que je me suis intéressée d'abord à sophonisme. D'abord, et puis il y a eu un colloque qui m'a intéressée à Elissa Didon, qui a été organisé en 1990 à Paris 4, à la Sorbonne, et j'ai participé, et là aussi, tous les intervenants du monde entier qui étaient là ont tous parlé de Didon, même sénégalaise, russe, canadienne, etc. Personne n'a parlé de Didon tunisienne. Et j'étais la seule à le faire. Bon, sur cela sont arrivés les cours que j'ai donnés avec mon très cher ami Sijaloul Azouna sur les textes anciens traduits, qui sont un cours, un certificat obligatoire pour les étudiants qui préparent les lettres françaises à notre université. Et je me suis familiarisée un petit peu avec ces textes-là. Et il y a eu une fois un de mes étudiants qui a réagi et qui m'a réveillée. C'est pour ça que je me suis intéressée beaucoup plus à l'héroïne. Après de Didon, je me suis intéressée à sophonisme. Je leur parlais de la prise de Vaga, qui était la prise de Béja par les Romains, comment elle était encerclée, etc. Mais c'était Salluste qui racontait ça. Et un de mes étudiants qui a été... Mais madame, mais pourquoi on ne nous apprend pas ça? Pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas tout ça? Pourquoi? Et vraiment, ça m'a interpellée. Et j'ai été amenée donc à vulgariser plus ou moins. J'ai écrit des petits contes de rien du tout. Par exemple, sur Gerba, l'île de l'autophage, Homère parle de l'île de l'autophage qui est Gerba. J'ai vulgarisé ça, enfin bon, bref. Et j'ai été amenée donc à sophonisme après coup, quand chaque fois où je parlais d'elle, on me regardait comme si je parlais chinois. Et hélas, c'est vrai, notre histoire antique est occultée. Nos étudiants, ce n'est pas enseigné, au primaire en tous les cas, malheureusement. Et bien que quand même j'ai eu une surprise, cette semaine, j'ai mon petit-fils qui est au primaire dans une école tunisienne qui a fait des recherches et des travaux sur Hannibal. Alors là, Hannibal, on parle énormément d'Hannibal.
Pour Syphax et pour Massinissa, on parle d'eux plus que de sophonisme. Parce que ce sont des héros, si vous voulez. Mais bon... Oui. Jugurtha, il y a des livres. D'ailleurs, Hassin Fantar a publié dernièrement, d'ailleurs, un beau livre sur ces héros. Bon. Et puis, le fait, ça m'a interpellée, c'est-à-dire, mais je me suis dit, même après toute cette recherche, ça m'a fait énormément de travail pour vous présenter ce que j'ai dit aujourd'hui. J'ai fait de grosses recherches, je me suis dit, mais pourquoi ce désintérêt? Pourquoi, par exemple, par rapport aux Algériens? Pourquoi est-ce que les Algériens présentent des pièces, font des films, ils écrivent, ils publient beaucoup. J'ai fait vraiment un choix. Pourquoi nous, on oublie, et moi je le répète tout le temps autour de moi, que nous avons 3000 ans d'histoire. Nous avons 3000 ans d'histoire. Nous ne sommes pas apparus, la Tunisie n'est pas apparue à la fin du 7e siècle. Avant, nous avons tous des strates qui ont fait notre identité et notre personnalité. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me suis mise, comme j'ai dit, là, j'ai écrit un petit conte, où j'explique, c'est vrai que c'est difficile un peu à comprendre tout ça, parce que c'est l'enjeu de ce mouvement tellement mouvementé, cette époque très mouvementée, très très difficile, même eux-mêmes, les rois de Numidie, les deux, étaient opposés, c'était des ennemis, au contraire, donc plus les différentes guerres... Donc il faut du temps aussi pour bien comprendre, mais finalement, voilà, quoi, c'est limpide, on comprend calmement. C'est pour ça que je me suis permise de mettre les cartes avec la Numidie qui est différente, dans deux époques très différentes. Parce qu'après, lorsque Syphax a disparu, évidemment, Massinissa est devenue la Berbérie. La Numidie est devenue pratiquement sans frontières. Et c'est pour ça que, par exemple, Massinissa, chez les Algériens, est beaucoup plus présent que Syphax, qui est présent aussi. Il y a eu un dernier colloque auquel a participé Sercine dernièrement, en septembre 2018, c'est ça, sur Syphax, le dernier. Voilà. Concernant la femme, par exemple, la femme d'Asdrubal, il faudrait faire des recherches pour voir si est-ce qu'elle a existé réellement ou pas. D'abord, sur le plan histoire, on n'en sait rien. On n'est même pas capable de trouver son nom. Mais elle a existé, selon toujours les historiens grecs et latins, puisqu'elle s'est jetée dans les flammes avec ses deux fils pour ne pas être dans la même situation que Sophonisbe. Voilà, simplement, qu'est-ce qu'il y a eu comme la femme d'Asdrubal? J'ai répondu, je crois, par rapport à Syphax. Nos historiens, le problème pour nos historiens, pour répondre à la dame à la place de Sercine et tout, c'est-à-dire il faut comprendre les historiens. Ils ne peuvent faire un travail que sur quelque chose de palpable, de concret, que ce soit des documents, que ce soit de la pierre, que ce soit des inscriptions, des bijoux, des objets, vous voyez. Or, pour l'époque de Sophonisbe, Carthage ayant été complètement rasée et saccagée, il est très difficile de trouver, sur le plan, en tant qu'historien, des choses à affirmer. Vous voyez ? Ce qui serait idéal, par exemple, en tant que tunisienne, c'est qu'un chœur tunisien écrit une histoire d'amour entre Massinissa et Sophonisbe. Ça serait vraiment une merveille. Et dans le concept, on mettra l'histoire de la deuxième guerre. Il y a eu Rafiq Daraji. Il y a eu Rafiq Daraji qui a écrit La gloire de Sophonisme ou La gloire de Carthage. D'ailleurs, il a eu un prix, le prix Comar, il a eu en 2000. C'est Nabil. Oui, c'est Nabil. Juste, si vous permettez, Madame Alia Bakar. Oui.
Oui, mais sur la position de son père Asdrubal, qui lui a demandé de se marier avec Massinissa pour garantir son alliance contre les Romains. Donc il faut préciser cela. Alors, juste une remarque, si vous permettez, Madame Alia. Pourquoi les Algériens s'intéressent-ils plus que les Tunisiens de cette histoire numide? Eh bien, parce qu'ils se sont toujours reconnus dans leurs origines numides, voilà. Alors que nous avons très souvent renié nos origines numides. Aux origines? Pour ne pas bien connaître nos numides. Pour eux, leur histoire commence avec les numides. D'ailleurs, pour ce qui est de la proto-histoire numide, les Algériens sont beaucoup mieux. Oui, puisque même la langue amazigh va entrer dans l'enseignement. Tout va ensemble, Alors que chez nous, on a pratiquement renié cette période importante des Numides, et je peux vous dire que depuis cette dernière décennie, on est en train d'étudier et d'aboutir à d'excellents résultats sur l'histoire des Numides qu'on pourra bientôt mettre en exergue et à la disposition des lecteurs tunisiens. Voilà. Et on va conclure. Oui, Laïla Yakaraoui. À propos de l'appropriation de l'histoire, moi je viens de découvrir que Fatma 75 portait sur Sophonisme. Oui. Et pourquoi c'est un film qui a été interdit pendant des années. Je crois que c'est après la Révolution qu'il a été projeté. Mais bon, moi je n'ai pas, mais je n'ai jamais pensé qu'il portait sur Sophonisme. Il portait pas sur Sophonisme, mais il commence. C'est sur la femme tunisienne et le combat de la femme tunisienne, mais qui commence par Sophonisme. C'est péjoratif, Fatma. Qui commence par Sophonisme. Bien, donc je vous remercie d'avoir été. Donc je vous remercie d'avoir été là. J'espère avoir éveillé votre curiosité et votre désir de mieux connaître Sophonisme.